Et si on parlait de sport ? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Et bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans cette 49e émission de Si on parlait de sport avec Pauline Gaston-Conduite, Inès Swifi, Nathan Coquille et Gauthier Agius. Nous allons avoir le plaisir de vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Bonjour à tous et bonjour à Brigitte Linder et ses équipes du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et de Profession Sport Animation 31, nos partenaires qui nous accompagnent pour la réalisation de cette émission. Pour cette 49e émission, nous accueillons Franck Opitz, président de la Ligue de judo d'Occitanie, Guillaume Delville, responsable du pôle judo de Toulouse, Estelle Gaspard, quadruple championne du monde de Shujitsu, Michel Coloma, vice-président Ligue Occitanie de natation et directeur du TOEC, Nicolas Castel, directeur sportif chez les Dauphins du TOEC et entraîneur de Léon Marchand, Didier Don, coach professionnel et Bernard Pujol, chroniqueur et membre du comité directeur de rugby de Haute-Garonne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Direction les tatamis et le monde du judo et du jujitsu, deux arts martiaux japonais qui partagent des racines communes mais se distinguent par leurs objectifs et leurs pratiques. Le judo, qui signifie la voie de la souplesse, a été créé au Japon par Jigoro Kano en 1882. Kano a développé ce sport à partir du jujitsu traditionnel, dans l'idée de créer un art martial plus axé sur l'éducation physique et morale, en éliminant les techniques les plus dangereuses. Le jujitsu, qui peut se traduire par art de la souplesse, est une ancienne méthode de combat japonaise. Il a été développé par les samouraïs et englobe une grande variété de techniques de combat sans armes. Et en deuxième mi-temps, si je vous dis Johnny Weissmuller, certains me répondront Tarzan, les plus férus me diront peut-être un nageur olympique américain, 5 fois médaillé d'or aux Jeux Olympiques et longtemps recordman du 100 mètres nage libre. Et oui, nous c'est le grand bassin olympique de natation qui nous vous amenons à la poursuite de notre champion régional, Léon Marchand. Enfin, la poursuite est un bien grand mot au vu des performances réalisées par le Toulousain. La natation, un sport aquatique qui offre une multitude d'avantages pour la santé et le bien-être. Avec ses différents styles de nage, tels que le crawl, la brasse, le dos crawlé et le papillon, elle permet de travailler tous les muscles du corps de manière harmonieuse. En résumé, la natation est une activité complète, énergisante et bénéfique pour le corps et l'esprit. Mais avant le coup d'envoi de cette 49e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport ? Avant-match. Les principaux résultats sportifs de la semaine avec Inès et Pauline. On débute avec le triathlon et l'étape de championnat du monde à Yokohama au Japon. Les Françaises Léonie Perriot et Emma Lombardi terminent première et troisième. Chez les hommes, Léo Bergère finit au pied du podium, quatrième, et Vincent Louis termine neuvième. En handisport, victoire d'Alexis Anquincan, paratriathlète sur l'épreuve de Yokohama. Et on va continuer avec le judo et le grand slam d'Astana au Kazakhstan. Les Françaises, Chérine Boukli avec les moins de 48 kg et Sarah Léonie Sizik, les moins de 57 kg, remportent chacune une médaille de bronze dans leur catégorie. Intouchable, Roman Dico décroche l'or dans la catégorie des plus de 78 kg. On continue toujours avec des sports de combat et le karaté. 59e championnat d'Europe à Zadar en Croatie. La tricolore Alizé Agier a battu 6-2 la Suissesse Elena Kirisi en finale des moins de 68 kg. Elle remporte la médaille d'or. Mehdi Filali, plus de 84 kg, et Nancy Garcia chez les plus de 68 kg ont obtenu une médaille de bronze. En para-karaté, Virginie Boyer et Jordan Fontenoy ont décroché le bronze. Par équipe, les Bleus ont remporté 2 médailles de bronze. En combat homme, ils ont battu la Slovaquie, tandis que l'équipe kata femme s'est imposée face à la Serbie. Et quelques mots de taekwondo avec les championnats d'Europe à Belgrade en Croatie. La française Altena Loren est championne d'Europe des moins de 73 kg. Elle s'est imposée face à la turque Sudyaren Uzunzavdar. Direction maintenant la natation et plus précisément le plongeon avec le test event au centre aquatique de Saint-Denis. Le duo Alexis Gendard et Jules Bouillet sur le podium à la 2e place sur le 3 mètres synchronisé. De bon augure pour les Jeux Olympiques. Continuons avec le tir à l'arc et les championnats d'Europe à Essen en Allemagne. Les Françaises sacrées championnes d'Europe par équipe. Le trio, Lisa Barbelin, Amélie Cordeau, Caroline Lopez a remporté l'épreuve en arc classique
face aux Néerlandaises 5-3. Après les femmes, l'équipe de France masculine a elle aussi été sacrée championne d'Europe par équipe en arc classique. Le trio Baptiste Hadis, Thomas Chiraud et Jean-Charles Valadon s'est imposé en gagnant les 3-7, 6-0 contre l'Italie. Et maintenant place au tir avec la Coupe du monde de tir de Bakou en Azerbaïdjan. Le Montpelliérain Clément Bessaguet a terminé 2e lors de la Coupe du monde samedi après sa 3e place dans la première épreuve de vitesse de mercredi. Et en sport boule, cette fois, il y a les championnats du monde à Saint-Vulbas en France. Les Bleus, champions du monde en combiné mix face à l'Italie 29-19. À présent du cyclisme sur route avec le Tour d'Italie, le Giro, le néerlandais Olav Koić a devancé Jonathan Milan d'une demi-roue lors du sprint final de la 9e étape du Giro dimanche. Tadej Pogačar est toujours en rose avant la première journée de repos. Enfin, il y a aussi le Tour du Finistère. Une semaine après sa victoire au Grand Prix du Morbihan, le Normand Benoît Cosnefroy a remis ça en terre bretonne. Avec déjà 6 succès, il devient impressionnant de régularité. Toujours en cyclisme sur route, mais cette fois c'est le féminin. Avec le Tour du Pays Basque, la néerlandaise Demi Vollering remporte le Tour du Pays Basque. La française Juliette Labous termine 3e. Toujours du cyclisme, mais maintenant du VTT. Avec le championnat d'Europe à Selgradisteil en Roumanie, la française Pauline Ferrand-Prévot a remporté le titre sur l'épreuve du short track samedi. Dans l'épreuve du cross-country de dimanche, la quintuple championne du monde Pauline Ferrand-Prévot, victime d'une chute et d'un incident mécanique, a malheureusement abandonné, tandis que la néerlandaise Puck Pieters a conservé son titre européen. Chez les hommes, c'est l'Italien Simone Avandetto qui a remporté le championnat d'Europe. Le Français Thomas Griot a terminé 4e. Passons au waterpolo avec la finale du championnat de France. Marseille décroche le titre de champion de France en surpassant le cercle 93 17-8. Le club marseillais décroche le 41e titre de son histoire. Basketball avec l'Euroleague et les quarts de finale, battus après prolongation 79-80 par Fenerbahçe. Lors du match 5 des quarts de finale de l'Euroleague, Monaco ne disputera pas le Final Four de Berlin. Et en Ligue 2 féminine, la finale, battue au match aller à Chartres, Toulouse s'est rassurée en remportant la deuxième manche des finales dans sa salle, 86-71. Le titre de champion et la montée en Ligue féminine se joueront samedi prochain à Chartres. Quelques mots de handball avec le match amical qui opposait la France aux États-Unis. La France déroule un amical face aux États-Unis, 38-29. Et du volleyball féminin, le match de préparation à Mulhouse, après avoir battu la République tchèque 3-1 jeudi, l'équipe de France a été dominée en 3-7 par la Tchéquie. 3-0. Et en hockey sur glace, parlons des championnats du monde à Ostrava en République tchèque. Début difficile pour les Bleus dans ce championnat du monde avec 2 défaites en 2 matchs, 3-1 face au Kazakhstan et 3-2 après prolongation face à la Lettonie. Maintenant du football féminin avec les playoffs de la D1 Arkema. Le Paris Saint-Germain s'impose au tir au but de 2 et 5-4 au tir au but face au Paris FC. Dans l'autre demi-finale, les Lyonnaises ont fait respecter la hiérarchie en surclassant Reims 6-0. Elles rejoignent le PSG en finale du championnat. Toujours en football, mais cette fois c'est chez les hommes avec la Ligue des Champions et la demi-finale retour. Le PSG s'est à nouveau incliné au Parc des Princes face au Borussia Dortmund 0-1. Dans l'autre demi-finale, le Real Madrid a renversé et éliminé le Bayern Munich au Santiago Bernabéu 2-1, 2-2 à l'aller. Il retrouvera le Borussia Dortmund en finale le 1er juin à Wembley. Et en Ligue Europa, l'Olympique de Marseille s'est incliné lourdement 3-0 sur la pelouse de l'Atalanta Bergame. Ils sont éliminés de la compétition. Continuons avec du football et la Ligue 1. Toulouse FC s'est imposé 3-1 devant le Paris Saint-Germain pour la dernière de Kylian Mbappé au Parc des Princes. Montpellier s'est incliné face à Monaco 2-0. Et enfin en Ligue 2, Rodez a partagé les points avec Saint-Etienne au terme d'un match nul 1-1. Ils sont 5e avant la dernière journée du championnat. On troque le ballon rond pour le ballon ovale et du rugby à 13. Super League, la 11e journée. Après 2 défaites de rang, les Dragons catalans ont renoué avec le succès face à Leeds 26-0 à Gilbert Brutus. Toujours en rugby, cette fois c'est du rugby à 15 avec le top 14 où Clermont crée la sensation en s'imposant à Perpignan 28-35. Castres devait absolument s'imposer contre Montpellier pour espérer un grand coup. Ils ont gagné d'un petit point 27-26. Toulouse balaye le Stade français avec un net succès 49-18 et devient leader du top 14. Et en Pro D2 avant-dernière journée, Montauban a vaincu le Stade Montois à domicile 26-24. Colomiers a perdu à l'extérieur contre Grenoble 29-10 et Béziers l'a emporté 20-16 face à Nevers. Place maintenant au sport auto avec le championnat d'Europe des rallyes. La deuxième manche, le français Johan Bonato, chez Citroën, remporte la première place du rallye des îles Canaries, tandis que son compatriote Mathieu Franceschi sur Skoda termine à la deuxième place.
Il y a également le rallye WRC du Portugal. Sébastien Ogier s'est imposé pour la 6e fois au Portugal et la 60e fois en WRC. Le français de Toyota devance l'Estonien Ott Tanak et le Belge Thierry Neuville. Passons à la voile avec le championnat d'Europe de 49er FX. Charline Picon et Sarah Steyert ont décroché l'argent dimanche à la Grande Motte. MotoGP, Grand Prix de France au Mans. L'Espagnol Jorge Martín, leader du championnat du monde, a remporté le GP de France. Le pilote Ducati Pramac a livré un combat magnifique face à Marc Marquez, Ducati Gresini, 2e, et Francesco Bagnaia, Ducati, qui finit 3e. Alors qu'il était 6e, Fabio Quartararo a tout perdu en chutant à 10 tours de l'arrivée. Et pour terminer les résultats de la semaine, on va faire le petit clin d'œil avec le Festival international des sports extrêmes de Montpellier. Anthony Jean-Jean s'est offert un nouveau succès de prestige au Fils de Montpellier. Sa 2e victoire UCI BMX Freestyle Park World Cup de la saison en 2 étapes. Et surtout son premier trophée de vainqueur du FIS comme Laurie Pérez, titré également. Et merci les filles pour ces résultats. Place à une nouvelle chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 sur le parcours de la flamme olympique. Et si on parlait de sport, la chronique des Jeux Olympiques Paris 2024. Chaque semaine, nous vous proposons de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès avec notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 en compagnie de Bernard Pujol et Laurent Garnier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pauline. Alors, dans la chronique du jour, nous partons à la découverte d'un périple extraordinaire, celui de la flamme olympique à travers la région Occitanie, une véritable mise en lumière du patrimoine, de l'histoire, des sites naturels et de l'énergie sportive de notre région. L'Occitanie est à l'honneur sur le parcours de la flamme qui traverse la France pour inaugurer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors Bernard, on va commencer avec toi. Peux-tu nous parler du périple extraordinaire de la flamme olympique depuis le 16 avril dernier ? Oui, elle a été allumée le 16 avril à Olympie. Cette flamme olympique a entrepris un périple extraordinaire. De son départ en Grèce à sa prochaine arrivée tant attendue à Paris le 26 juillet pour le start des Jeux sportifs, elle traversera des terres chargées d'histoire et de passion. Après avoir été transportée à Athènes, elle a pris la mer au bord du magnifique Belém. Un 3-mâts, faut préciser, c'est un vieux 3-mâts. Je la chante Laurent, c'est un vieux 3-mâts. Non, ne me poussez pas. Oui, effectivement, c'est un 3-mâts. Majestueux bateau. Très symbolique, qui est très très beau. Et puis on verra les images quand il est rentré dans cette anse phocéenne. C'est beau et c'est majestueux. On ira plus loin. Ce majestueux navire emblématique donc pour traverser la Méditerranée jusqu'à la cité phocéenne Marseille, où la flamme a débarqué le 8 mai dernier entre les mains du nageur bien connu Florent Manodou. Avec une anecdote quand même, Florent Manodou et par l'entremise de sa sœur Laure qui avait la flamme sur le pays de Grèce. Donc effectivement, ça a été un passage en famille. Moment historique. Ouais, la sœur qui transmet la flamme olympique à son frère, Florent Manodou. Tous les deux champions olympiques. Ouais, c'est beau, il faut le dire. On n'est pas chauvin, tout le monde sait très bien que sur ici on parlait de sport, on soutient tout le monde. Exactement. D'abord la France, mais on aime bien tout le monde et c'est vrai. Vive les Manodou. En parlant de sportifs, donc on peut citer pour ceux qui ont porté la flamme, puisque à l'arrivée, à Marseille. Donc effectivement, tout ce passage de flamme au travers des personnalités que sont la sportive paralympique qui a eu 4 médailles, si je ne me trompe, sur les éditions précédentes, qui, je cite maintenant Keïta, qui a donc porté la flamme, sur ce magnifique et très 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 beau parcours sur les flots, où au bout de cette piste, Jules, que tout le monde connaît, le talentueux musicien, a pris la flamme pour effectivement... Pour aller où, Laurent ? On a quand même eu un spectacle extraordinaire, on va le noter. Avant d'arriver, bien sûr, tout de suite chez nous en Occitanie, on va citer cette piste qui a été mise sur cette mer. Ils ont dressé une piste extraordinaire. On a eu le passage de la patrouille de France qui nous a dessiné dans le ciel des anneaux olympiques. Et après, une belle étoile, c'est somptueux avec une arrivée majestueuse, on l'a dit. Mais je crois que ces images-là vont rester longtemps marquées. On a eu le sentiment, Bernard et Pauline, que enfin les Jeux Olympiques nous étaient
apporté. Il s'est passé quelque chose ce jour-là. Ça a été un moment extraordinaire avec une population et une ambiance fantastique, bon enfant. Je crois qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là, le 8 mai. L'héritage, on a pris possession, effectivement, comme tu le dis si bien. On craint tout, mais la réussite est comblée. Les Jeux arrivent physiquement dans notre hexagone, et ça s'est passé, c'est de la beauté, c'est de la grâce. Vraiment, on a pris possession et pris de plein pied notre pays. Et puis ça a été beau. 10 000 personnes portant le symbole des Jeux à travers le pays se relayeront pour effectivement, par trajet, par secteur, au travers de nos belles régions, jusqu'à monter à Paris. C'est très bien parti, c'est beau, et on a été sous le charme. Et puis au niveau visuel, encore une fois, au niveau des médias, la France a rayonné. Laurent, Pauline, peut-on le dire? Oui, et nous on l'a récupéré le 13 mai. Donc après tout un périple, justement, il s'est passé plein de choses d'ici là. Et le 13 mai, on récupère cette flamme qui arrive dans l'Aveyron et dans l'Hérault, qui ont eu l'honneur de recevoir cette flamme. D'abord à Millau, avec un parcours exceptionnel sur ce fameux viaduc, le viaduc de Millau, pour marquer le coup d'envoi, suivi d'une descente dans les rues de la ville fabuleuse, avec toujours autant d'ambiance. Montpellier a ensuite accueilli la flamme dans une ambiance sportive et festive, avant qu'elle ne poursuive sa route vers Sète, la suite du parcours, portée par des athlètes locaux. Et alors aujourd'hui, le 15 mai, puisque nous sommes aujourd'hui le 15 mai, le périple de la flamme olympique a débuté dès ce matin à l'aube au sommet de la montagne sacrée des Catalans, le Canigó. Les porteurs se sont ensuite dirigés vers Prades, petit village Prades, puis vers le centre national d'entraînement en altitude, le fameux centre de Font-Romeu, bien connu, ce pôle d'excellence mondialement reconnu d'entraînement pour plusieurs disciplines. Quelques mots d'ailleurs sur ce centre qui est situé à 1850 mètres d'altitude, au cœur des Pyrénées catalans, et demeure une structure unique au monde, spécialisée dans l'hypoxie. Il a été créé en 1967 pour préparer les équipes de France aux Jeux Olympiques de Mexico. Un an plus tard, chaque année, 35 nations viennent y préparer de grandes échéances sportives telles que les Jeux Olympiques et les championnats du monde. Voilà, pour en revenir à cette flamme olympique, elle a ensuite été chaleureusement accueillie à Céré avant d'illuminer les lumières de Collioure sur la côte Vermeille. Son périple catalan a pris fin à Perpignan, où elle a traversé tout le centre-ville, laissant derrière elle une trace lumineuse de son passage. Voilà, donc on passe d'un département à un autre et on arrive dans l'Aude, Pauline. Et oui, le 16 mai, l'Aude sera à l'honneur, donc demain. Carcassonne, Narbonne, Castelnaudary, Limoux, Gruissant, Lagrasse ainsi que les châteaux de Peyre-Pertuse et de Quéribus seront les témoins privilégiés de cet événement exceptionnel. Pas moins de 7 villes et sites remarquables verront la flamme briller, portée par une centaine de relayeurs se relayant de ville en ville. Et alors à Carcassonne, ville-étape emblématique, l'arrivée de la flamme sera célébrée par une magnifique cérémonie avec l'allumage d'une vasque olympique au pied de la cité, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et parmi les porteurs de la flamme va figurer la chanteuse Olivia Ruiz et Gérard Bertrand, le célèbre vigneron audois, contribuant ainsi à rendre cet instant encore plus mémorable et chargé d'émotions. Et alors Bernard, vendredi, c'est le Haute-Garonne qui est à l'honneur. Oui, notre beau département de Haute-Garonne et Toulouse, effectivement, qui irise cette belle Occitanie. Dans le 17, Toulouse sera à l'honneur comme ville-étape. La journée se clôturera par une course de 8 km à pied, marquant ainsi la fin du périple de la flamme olympique en Haute-Garonne. Auparavant, la flamme aura parcouru sur notre beau département 31, mettant en lumière sa richesse et sa diversité. Des coliques, je pensais au frontonnet, j'ai pas dit coliques, que les auditeurs me réservent. La négrette est très très bonne et ne donne aucun mot de ventre, avec modération bien entendu, dans des collines du Frontonnet jusqu'aux portes de l'Espagne, puisque la Haute-Garonne va effectivement au fin fond de Vénasque. On est frontalier avec nos amis espagnols. En passant par les milieux urbains et les Pyrénées, les porteurs laisseront leurs traces dans les villes telles que Villemur-sur-Tarn, Rieux-Volvestre, Muret, Luchon, Revel et Colomiers. Attardons-nous sur la ville rose, Toulouse et ses différents porteurs de flammes. Certains noms ont déjà été annoncés. Nous avions tous les secrets et les scoops. Et si on parlait de sport, Laurent, mais ça a filtré un petit peu, mais ce n'est pas grave. À l'image de la capitaine des porteurs de flammes de la Haute-Garonne, Florence Delgal, que nous avions reçue, Laurent. Et oui, bien sûr, Florence qui est venue très gentiment nous parler, bien sûr, de parabadminton, puisque c'est une enseignante et une joueuse de parabadminton licenciée à Blagnac. Oui, elle a donc été choisie pour guider le relais de la Fédération de badminton. Elle sera accompagnée de 22
titre de relayeur. Le conseil départemental de la Garonne et de la partie, Laurent, bien entendu. Oui, puisqu'il a également aussi désigné, lui, 6 autres porteurs pour compléter la liste. Parmi eux, on retrouve des sportifs bien connus, j'imagine. Romain Ntamak, ça te dit quelque chose, Bernard ? Il me semble avoir entendu parler des Voilà. années 50, non Voilà, un petit peu plus récente, c'est la star du stade toulousain, qui a encore fait de belles rencontres. On a aussi Coralie Gonzalez, qui est championne de France de go-ball, une nouvelle discipline au para-olympique. Guillaume Rest, un gardien de but, qu'on le connaît aussi. Très très bon gardien de du but. TFC. Ah, oui. Brianna Vidé, qui est triple championne de France d'escrime fauteuil et que nous avions elle aussi reçue dans l'émission. David Berti, aussi un invité qui est venu nous voir et on le salue. Ancien joueur du rugby Stade Toulouse et du 15 de France. Et Rima Benama, championne de France de boxe anglaise junior. Nous avions reçu son frère. Les spectateurs auront aussi l'occasion de les encourager tout au long de la journée de vendredi 17 mai. Nous retrouvons également Anthony Gelon, joueur emblématique du 15 de France et du Stade Toulousain. Et Thibaut InShape, youtubeur toulousain spécialisé dans la musculation. Valérie Gauvin, footballeuse internationale française, ainsi que les Toulousains Hilary Captcha, qui est en saut en longueur, et Maxime Vallet, escrime fauteuil, et Clémence Vira en beach volley, qui font également partie des élus par un partenaire de la Flamme, la Banque Populaire. Voilà, et après, donc, du 17 mai, nous passons au 18, et là, on se retrouve dans le Gers, Pauline. C'est ça, le Gers se préparera avec fierté à accueillir la Flamme olympique. 7 communes du département auront cet honneur. Il s'agit de l'île Jourdain, Mirande, Florence, Marciac, Condon, Nogaro et Auch. Et Auch sera la ville-étape. Elle se métamorphosera le samedi soir en une ville de célébration marquée par l'allumage d'un mini-chaudron et une série d'animations festives. Et enfin, Bernard, la Flamme termine son périple occitan dans les Hautes-Pyrénées. Ouais, effectivement, d'Armagnac, nous passons en Bigorre. Pour ceux qui connaissaient les découpages sportifs, Armagnac-Bigorre, Midi-Pyrénées. Donc, effectivement, ces régions qui sont très proches, où les gens se ressemblent. Mais là, on est sur le balcon sud de nos Pyrénées. Dans le 19 mai, les Hautes-Pyrénées seront le théâtre d'une nouvelle étape de la Flamme olympique. Une centaine de relayeurs seront chargés de faire voyager la Flamme à travers le département tout au long de ce dimanche. Le prestigieux cirque de Gavarnie. Alors, rien à voir avec les étoiles, pour ceux, mais tout le monde connaît, c'est une plaisanterie. Le grand site occitan accueillera la Flamme dans son décor majestueux, grandiose, extraordinaire, connu mondialement et protégé d'UNESCO. Se reflètera également dans les eaux du lac de l'Arrêt d'Arrêt. Plusieurs villes du département seront également honorées, traversées dont Bagnères de Bigorre, où un programme complet de réjouissance est prévu, ainsi que Lannemezan sur le fameux plateau, Lourdes, que l'on connaît très bien, et enfin Tarbes, qui sera ville-étape. À Tarbes, donc, le départ se fera du stade Trélut, que tout le monde connaît, l'emblématique stade pour les grandes années du Stadeau, et encore une fois du rugby, bien entendu, pour une arrivée sur l'ancien site des Arsenaux de Tarbes, qui ont fait la grandeur et la richesse de cette région, qui, effectivement, d'une friche, entre guillemets, c'est pas péjoratif, ont été reconvertis, et c'est splendide pour l'avoir visité, ce qu'on appelle à l'usine des sports, qui est effectivement un centre très dynamique, très nouveau, et qui nous porte vers l'avenir. Donc c'est un très beau parcours pyrénéen sur les Hautes-Pyrénées. Elle continue la Flamme, Laurent ? Elle va continuer, en tout cas nous, le parcours de la Flamme olympique à travers l'Occitanie, c'est un véritable voyage qui a été proposé au cœur de la richesse culturelle, tu le disais, l'historique et sportif de la région, de l'Aveyron aux Hautes-Pyrénées en passant par les Pyrénées-Orientales, l'Aude, la Haute-Garonne et le Gers. Chaque étape est marquée par la passion, l'enthousiasme et la fierté des habitants. Cet événement unique permet de mettre en lumière les valeurs de l'olympisme et de créer des souvenirs inoubliables pour tous ceux qui ont la chance d'y participer ou d'y assister. Je disais il y a quelques temps, pour beaucoup, les Jeux étaient là il y a 100 ans. Dans 100 ans, on ne sera plus forcément là, Bernard. Mais moi, je m'accroche, Laurent, mais ça va être difficile. Mais en même temps, on laisse ces souvenirs-là pour nos enfants, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants. J'ai envie de dire que c'est un peu le message. C'était un beau moment et je crois que cette idée-là est sublime de faire pénétrer cette flamme, de redonner la flamme aux gens à travers ce beau spectacle et à travers ce que aussi nos athlètes vont nous apporter dans quelques mois, dans quelques semaines. En tout cas, nous, on était très contents. On sera présent le 17 mai sur place pour prendre des sons et écouter un petit peu les commentaires. Et on vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique avec justement les témoignages de porteurs de la flamme olympique. Voilà, un très beau moment que on va essayer de vous faire partager. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Ici, on parlait de sport avec nos invités Franco Pitts, Guillaume Delville et Estelle Gaspard. Et si on parlait de sport, première mi-temps.
Et voilà, retour dans l'émission. Et si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir Franz Opitz, qui est le président de la Ligue de judo d'Occitanie, Guillaume Delville, responsable du pôle judo de Toulouse, et Estelle Gaspard, quadruple championne du monde de Jiu-Jitsu, que nous avons en ligne. Bonjour à tous les trois et bonjour Estelle. Bonjour. Alors Estelle, on va commencer par toi dans cette émission. D'abord, merci de nous accorder quelques instants dans cette émission. Tu es 4 fois championne du monde de Jiu-Jitsu avec un palmarès déjà conséquent. J'ai envie de demander qui est Estelle Gaspard. Alors bonjour à tous. Tout simplement, je suis une jeune fille de seulement 24 ans qui a découvert le Jiu-Jitsu quand elle était plus jeune. Et donc c'est à Carcassonne que j'ai pu développer ma discipline et j'y suis toujours dans cette ville-là. Et donc j'ai pu performer à l'international car j'ai été beaucoup soutenue dans mon club et par ma famille. Tu as des résultats qui sont aussi impressionnants. Je sais que tu n'oses peut-être pas le dire, mais si tu me permets, je vais le dire quand même. 4 fois championne du monde et vice-championne du monde une fois, championne d'Europe en 2022, 15 fois championne de France et 3 fois championne de France militaire de judo. Bravo. Merci. Et d'après ce que je lis, mais c'est mes notes, c'est numéro 1 mondial depuis 5 ans, plus de 5 ans. Oui, en fait c'est mon papa qui précise beaucoup ces détails parce qu'il estime que c'est encore plus fort d'être un champion régulier et de performer régulièrement à l'international. Donc merci à papa d'avoir précisé pour nous les journalistes. C'est toujours une info qu'on aime bien. Alors la question de base, c'est qu'est-ce qui t'a attiré dans le jiu-jitsu par rapport, je dirais, au judo? Mais en fait moi il faut savoir qu'à la base je suis judokate, donc je pratique depuis l'âge de 5 ans et c'est ma sœur qui, en rencontrant son prof de sport au collège qui était un ancien champion du monde de jiu-jitsu, Cyril Juffroy, qui nous a fait découvrir le jiu-jitsu et en fait on a beaucoup accroché sans négliger le judo parce que c'est beaucoup plus ludique et beaucoup moins restrictif que le judo, notamment parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions d'arbitrage dans le judo qui n'ont pas eu lieu en jiu-jitsu et on a gardé cette ouverture d'esprit et cette variété d'horizons qui nous permet d'avoir un aspect beaucoup plus ouvert dans la pratique. Alors c'est quoi cette différence entre le judo finalement spécifique? Quelques mots sur la différence entre les deux? Alors en fait, il faut savoir que le jiu-jitsu, c'est l'ancêtre du judo et du karaté. Donc ça regroupe les techniques d'attaque et de défense. Et tout simplement, le jiu-jitsu, on va avoir une partie d'ATI, donc des coups de poing et des coups de pied toujours contrôlés. On ne cherche jamais le chaos, on est toujours dans le contrôle et le respect de l'adversaire. Et ensuite, on a une partie judo, donc avec une saisie et une projection de l'adversaire, également contrôlée, et un contrôle au sol où il faut soit soumettre l'adversaire par un étranglement ou une clé de bras, une clé de jambe, ou alors en le tenant immobilisé pendant 20 secondes. Bon, je regarde le président qui acquiesce ce que tu as dit, donc tu as passé l'examen. La petite question piège, la petite question clé, mais je sais que ça va te faire un petit peu de mal, mais pas de regret d'avoir choisi le jiu-jitsu plutôt que le judo quand on voit que les Jeux Olympiques vont se dérouler chez nous en France et que malheureusement tu pourras pas y participer. Pas tellement de regrets parce que j'ai pas trop le choix pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais performé en judo comme j'ai pu performer en jiu-jitsu. Le judo est très médiatisé, c'est très dur. Enfin, je n'enlève pas de mérite. Il faut énormément d'entraînement, énormément de sacrifices pour performer en judo au niveau national et international. Et j'ai préféré m'orienter vers le jiu-jitsu parce que c'était beaucoup plus ouvert, beaucoup plus ludique et que j'ai eu beaucoup plus facilement les opportunités de me créer mon petit chemin vers le national et l'international. Donc aucun regret, d'autant plus que je continue la pratique du judo en compétition et en club. Donc vraiment aucun regret. Donc c'était ma dernière question. Effectivement, les projets, c'est quoi? Augmenter encore le palmarès ou vers où, jusqu'où tu veux aller? Oui, étoffer encore plus mon palmarès, que je ne pourrai jamais aller au-dessus des championnats du monde puisque mon sport n'est pas olympique. Mais on a aussi un projet familial puisqu'avec ma grande sœur et mon petit frère qui pratiquent également le jiu-jitsu, on a créé une association qui s'appelle la Fratrie Gaspard, qui n'est pas un club, mais qui est une association pour permettre aux jeunes prometteurs du club et de la région, parce que c'est très peu développé dans le sud de la France, le jiu-jitsu, de performer à l'international. Et donc, on essaye de développer l'association pour les encourager, pour les suivre, les soutenir. Et c'est une association qui permet simplement de récupérer légalement des dons, des sponsors, matériels ou financiers. Et donc, de pouvoir permettre à ces jeunes de connaître un petit peu le rêve du haut niveau. Alors, tu peux nous réexpliquer, ça s'appelle comment cette association et comment on peut te retrouver, comment on peut te contacter? Alors, ça s'appelle la Fratrie Gaspard, tout simplement parce qu'à l'origine, ce sont ma sœur, mon frère et moi qui l'avons créé avec l'aide de nos deux parents. Et après, ça s'est élargi aux autres jeunes. Et donc, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Donc, la page s'appelle Fratrie Gaspard, c'est très simple. Ou sinon, vous pouvez contacter le président de l'association qui est mon papa, avec le numéro qu'on vous communiquera, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Et sinon, vous pouvez nous retrouver au club où on s'entraîne, où on est licencié depuis qu'on est tout petit. C'est l'HJOA Carcassonne et c'est
des sports de la ville de Carcassonne. Eh ben, un grand merci Estelle pour ces infos. Tu peux rester en ligne si tu souhaites écouter la suite de l'émission. On va maintenant passer la parole à Franck. C'est un plaisir de t'accueillir à nouveau, Franck, et merci d'avoir accepté cette invitation à nouveau. On est très très content de te recevoir. Quelques mots sur qui tu es pour rappeler, parce qu'on s'est vu il y a quelques temps, mais c'est toujours bien de resituer qui est Franck Opitz et cet amour que tu as pour le judo, d'où tu viens. Alors donc oui, effectivement, Franck Opitz, moi j'ai commencé le judo assez jeune, à une période où on commençait le judo autour de 7 ans. Moi j'ai commencé à 4 ans et demi parce que j'ai mes 2 frères qui ont démarré le judo, et puis donc l'enseignant a eu la gentillesse de me prendre également. Donc je suis pas sûr d'avoir été le plus discipliné sur ces premières années. Et puis donc je suis arrivé à Toulouse sur l'âge de 11 ans, et donc j'ai poursuivi les entraînements de judo sur le club de Colomiers. Donc en périphérie de Toulouse, et voilà, donc un petit parcours de compétiteur, et puis ce qui devait être momentané a duré plus de 25 ans. Donc j'étais enseignant de judo, donc sur mon club et sur d'autres, dans les écoles notamment, et avec une particularité, c'est que j'ai enseigné pendant plus de 20 ans en milieu carcéral, donc sur les maisons d'arrêt ou centres de détention de Seyss-et-Muret. Voilà, et puis les parcours professionnels font que j'ai monté ma boîte, et c'est à ce moment-là que je me suis engagé dans une mission de vétéran, j'allais dire, de dirigeant. Je ne sais pas s'il y a lapsus là-dedans d'ailleurs. Et donc une mission de dirigeant. Voilà. Donc je suis président, j'ai été vice-président de la Ligue Midi-Pyrénées et président de la Ligue Occitanie depuis 2016, depuis la fusion. Et tu l'as pas dit, mais tu es quand même 6e Dan. Et je suis 6e Dan. Oui, voilà. Merci pour l'information. Donc on a réappris à connaître Franck, donc on n'est pas Guillaume. On peut avoir quelques mots sur ton parcours et ce qui t'a amené au judo ? Oui, donc bonjour à tous, Guillaume Delville, donc moi j'ai 46 ans, 40 ans de judo aussi derrière moi. Moi je suis pas originaire de l'Occitanie, je viens du nord de la France, enfin plus précisément de la banlieue amiénoise, un petit club qui s'appelle Villers-Bocage, où j'ai commencé le judo et où je suis toujours licencié aujourd'hui. Et j'ai eu un parcours de judoka tradi, d'abord au début plutôt dans une visée santé, parce que j'étais asthmatique, on m'avait conseillé ce sport. Et la pratique amenant un peu de compétition, les filières d'accès haut niveau à la Fédération française, les pôles espoirs, les pôles France. Malheureusement, je n'ai jamais réussi à atteindre le très haut niveau, mais j'ai été remarqué à l'époque par 2 grands champions, Cathy Fleury qui était la première femme championne olympique, et Patrice Rognon à l'époque qui m'ont mis sur la voie de l'entraînement. Donc j'ai intégré avec eux l'équipe d'encadrement du pôle espoir d'Amiens à l'époque, au début des années 2000. Et au bout d'une dizaine d'années là-bas, j'ai préféré voir un petit peu ce qui se faisait ailleurs. Et l'opportunité de venir sur Toulouse et sur le pôle s'est présentée. Et donc j'ai posé mes valises en Occitanie pour m'occuper du pôle espoir Toulouse depuis l'année 2012. Okay, merci pour ces présentations. Pour commencer, je vous propose de faire une présentation un peu générale du judo dans son ensemble. Franck, Guillaume, allez-y. Alors, le judo a été fondé donc par Jigoro Kano, et il a pour origine, effectivement, comme l'expliquait, l'évoquait Estelle, le jujitsu. Donc le jujitsu a donné naissance au judo et aux autres arts martiaux japonais. Voilà, et ensuite le judo se pratique. L'objectif c'est de faire chuter l'autre, et puis de le maintenir au sol. Donc on peut gagner les combats soit en le projetant jusqu'au ippon, donc qui est ce qui permet la victoire, ou en le maintenant au sol pendant plusieurs secondes, ou en faisant, pour les plus grands en tout cas, une clé de bras ou un étranglement jusqu'à l'abandon de l'adversaire. Voilà, ça c'est pour la partie compétitive. Qu'est-ce que j'ai oublié, Guillaume ? Non, t'es assez complet. Voilà. Moi, je me souvenais d'une parole d'un de mes professeurs de judo tout au départ qui disait en fait le judo c'est utiliser la force de l'adversaire pour le faire chuter. Oui, effectivement, c'est un des grands principes. C'est un des principes du judo, c'est la meilleure utilisation de l'énergie, donc c'est minimum d'effort, maximum d'efficacité, et on essaie de retrouver ça dans les confrontations qu'on peut avoir, mais également dans la vie de tous les jours. C'est essayer d'être le plus efficace possible, et donc ça nous oblige à nous adapter, puisqu'il faut être capable plutôt d'utiliser constamment la force, d'être capable de trouver le meilleur chemin pour arriver au résultat le plus optimum possible. Et tu as parlé des seniors, ça veut dire qu'il y a plusieurs catégories, et je crois que les combats ils durent plus ou moins longtemps suivant les catégories. Oui, exactement. Oui, alors les compétitions débutent dès le plus jeune âge avec des animations chez les jeunes, dès les mini-poussins, donc c'est des enfants qui ont à partir de 7 ans.
Et on rentre vraiment dans des phases compétitives chez les benjamins, les années collège, benjamin minime, voilà, avec des compétitions qui vont jusqu'au niveau régional chez les benjamins. Au minime, depuis quelques années maintenant, on a une Coupe de France minime individuelle qui permet de faire un premier regard sur une tranche d'âge avant l'accès sur les catégories qui débouchent vers l'international, les catégories cadettes, notamment celles qu'on a sur nous, sur les pôles espoir et les pôles France, des catégories juniors, des catégories seniors, comme vous le disiez. Et donc les combats s'échelonnent de 1 minute 30 jusqu'à 4 minutes en international senior, avec, quand la décision n'a pas été effectuée, un golden score qui, lui, peut durer dans le temps jusqu'à ce qu'une décision soit prise, soit par une projection, une soumission, comme le disait Franck, ou bien une addition de pénalité et l'utilisation du règlement. Je pense que quand on parle de judo, on pense aussi aux ceintures de couleur. Il y a un certain ordre qui revient un peu en tête à tout le monde. Alors les ceintures, c'est quelque chose qui sont à la mode. Enfin, les ceintures de couleur, elles ont été développées en Europe, hein, les ceintures blanches, jaunes, orange, vertes, bleues, marron, jusqu'à la ceinture noire, le Graal pour tout judoka. Hein. Mais par contre, il faut savoir qu'au Japon, ça fonctionne pas comme ça. Hein. Ils sont ceinture blanche, ceinture marron, ensuite ceinture noire. Voilà. Les Européens sont moins patients que les Japonais. On est dans deux cultures différentes. Et merci pour cette description. On va faire un petit retour sur les derniers événements du judo, avec notamment les championnats d'Europe à Zagreb. Et ce titre par équipe, Guillaume ? Oui, la France a brillamment remporté le titre de championne d'Europe par équipe en dominant en finale la Géorgie. Donc elle s'était inclinée, il me semble bien de mémoire, l'année dernière contre l'Azerbaïdjan. Cette fois-ci, elle a remporté la victoire assez nettement, pourtant face à une très belle équipe géorgienne avec des judokas classés parmi les meilleurs judokas mondiaux. Mais cette équipe s'est brillamment imposée avec de jeunes espoirs du judo et notamment beaucoup de représentants de la France lors des prochains Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris. Je lis sur mes notes qu'ils sont venus au bout de la Géorgie 4-0, ça veut dire quoi ? Alors, une équipe est composée de plusieurs judokas, 3 combattantes féminines, 3 combattants masculins. C'est là aussi l'avantage. Enfin, c'est une nouveauté chez nous dans notre discipline, c'est que les compétitions par équipe sont mixtes. Et donc, dès qu'une... C'est intéressant, elles sont mixtes, ça veut dire que la composition dans une équipe, j'ai des garçons et des filles à différentes qualités de poids. C'est ça qui est génial. Il y a quelque chose qui se passe. Moi, j'ai suivi cette finale qui était quand même extraordinaire de voir que l'association garçon-fille, c'est génial. Ça se voit peu dans peu de sports finalement. Mais je crois qu'on est un des rares sports justement à permettre cette mixité dans une rencontre internationale. Et donc 3 catégories qui sont présentes chez les filles, les moins de 57, les moins de 70 et les plus de 70 kilos. Et chez les garçons, on a les moins de 73 kilos, les moins de 90 et les plus de 90 kilos. Alors, bien évidemment, les filles ne rencontrent pas des garçons, on précise quand même. Ouais. On est peut-être en avance sur certaines disciplines, mais on n'en est pas encore là, effectivement. On peut rappeler leurs noms, c'était Faiza Mogdar, Margot Pinault, Juan Benjamin Gaba et Alexis Mathieu. Voilà, c'est les 4 combattants qui ont apporté les points à l'équipe de France, auxquels s'ajoutait Coralie Aimé chez les lourdes, si je dis pas de bêtises, et un nouvel espoir du judo français, un très jeune judoka, un junior dont je n'ai plus le nom en tête. Mais un jeune en devenir qui sera peut-être le futur Teddy Riner. Les Jeux Olympiques, c'est demain. Les sélections ont été dures et impitoyables. Quelques mots sur les sélectionnés qui seront présents aux Jeux Olympiques et un message pour ceux qui n'ont pas été retenus. Alors, faut savoir que voilà, en France, la concurrence est très rude. Hein. La France est une des premières pourvoyeuses olympiques de médailles, toutes disciplines confondues. Donc le judo, gagner une sélection, ça veut dire avoir une réelle chance de remporter une médaille olympique. 7 catégories de poids, des catégories dans lesquelles il a été assez... je vais pas dire simple, mais en tout cas pour laquelle la hiérarchie était assez claire, et des catégories dans lesquelles il était plus compliqué de se positionner, malgré, pas par manque de résultats, mais je prends la catégorie des moins 78 où on a Audrey Cheméo, double médaillée olympique, qui était en concurrence avec Madeleine Malanga, également médaillée olympique et championne du monde toutes les deux. Donc la sélection s'est effectuée il y a peu de temps, et on voit d'ailleurs que Audrey a encore performé récemment sur ses championnats d'Europe à titre individuel, puisqu'elle est devenue championne d'Europe pour la 5e fois. Et mais une judokate issue de l'Occitanie, Chérine Boucli, qui représentera la France en moins de 48 kilos. Mais ne pas oublier également l'équipe paralympique, avec notamment un judoka aussi occitan. Alors, ils sont tous les deux occitans d'origine, mais maintenant, ils sont sur des clubs parisiens pour représenter leur dynamique de progression individuelle. Mais donc, Elios Lachumanaya, qui représentera la France dans la catégorie des moins de 90 kilos, qui était aussi médaillé paralympique à Tokyo. On va parler de Chérine Boucli. On a aussi parlé des championnats d'Europe à Zagreb. Ce juste avant était à Montpellier et elle les a gagnés. D'ailleurs, à Montpellier, il me semble qu'elle est originaire du Gard. Tout à fait, originaire du club d'Aramon à domicile, effectivement. Donc, Chérine formée en Occitanie au Pôle Espoir de Montpellier, donc qui montre la belle dynamique qu'on a de formation au sein de notre ligue.
Et donc c'était sa deuxième victoire au championnat d'Europe et elle a brillamment remporté cette compétition, lui permettant de conquérir et d'acquérir définitivement sa sélection olympique. Ouais, c'est ça, c'est 3 semaines après, elle a bien été récompensée après avoir été appelée du coup au JO. Quels sont les projets pour le judo et le jiu-jitsu en Occitanie pour 2024, Franck? Déjà, 2024 c'est une année olympique et donc une année avec des élections, donc c'est vrai que ça va être une continuité de ce qui s'est passé sur l'Olympiade. Comme toutes les disciplines, nous avons été impactés par le Covid et le choix politique a été d'axer notre développement, d'accompagner en fait les clubs qui ont souffert, d'accompagner les enseignants. Donc on a mis en place des dispositifs pour aider les clubs à ne pas disparaître. Nous avons 507 clubs en Occitanie, 43 000 licenciés. Donc il y a une pluralité de clubs avec des clubs urbains et des clubs ruraux. C'est d'ailleurs ceux-là qui sont les plus en difficulté. Donc on les a accompagnés et puis on a mis un accent sur le para-judo. Donc nous avons embauché une personne qui s'occupe spécifiquement du para-judo. Et donc pour nous, c'est un axe de développement fort sur lequel on n'était pas suffisamment engagé, à mon sens. Et puis, puisqu'on parle quand même de 2024, et même si mon mandat de président de ligue s'arrête au mois de juin, la fin juin, il n'empêche qu'on prévoit l'avenir. Et l'avenir, c'est la mise en place d'un pôle France en Occitanie. Donc un pôle France va démarrer dès septembre 2024 sur le site de Montpellier. Alors, un dernier mot pour conclure, Monsieur le Président. Tu es officiellement candidat pour le poste de président à la Fédération française, donc l'élection aura lieu au mois de novembre 2024. Est-ce que tu penses que ces résultats du judo aux Jeux Olympiques peuvent influencer l'élection? Alors déjà, moi je souhaite qu'il y ait les meilleurs résultats possibles pour l'équipe de France. Clairement, donc ensuite ça sera la première fois où les clubs auront la possibilité de voter pour la présidence de la fédération et moi je crois que mon axe c'est vraiment de remettre le club au cœur de la fédération. Je souhaite une fédération au service des clubs, c'est vraiment notre raison d'être, hein. Tous les organismes territoriaux comme les comités, les ligues et donc la fédération doit être au service des clubs parce que nous sommes une fédération de clubs et donc tant mieux si les résultats sont là. Ça sera forcément utilisé en termes de communication, mais je sais les judokas et les responsables et les dirigeants de clubs et d'OTD suffisamment conscients des problématiques qu'il peut y avoir pour ne pas se laisser simplement influencer par des résultats que j'espère excellents. En tout cas, merci pour votre accueil. Pour vous, tous les renseignements, donc j'ai deux possibilités. Vous me dites si vous êtes d'accord. Il y a occitanie.ffjudo.com pour l'Occitanie et pour la Fédération française, je vous propose c'est ffjudo.com. C'est ça, exactement. J'ai rien oublié. Non, c'est très bien. C'est le site internet, tout à fait. Voilà, donc on peut vous retrouver là-bas. En tout cas, nous, on vous souhaite vraiment de réussir. On est derrière vous, on va pousser, on va faire adjimer avec vous. On espère que derrière, il y aura des beaux hippons sur le terrain et qu'on va ramener plein de médailles avec notre leader que tout le monde connaît bien, qui est Teddy Riner, mais qui va emmener derrière lui plein de jeunes, en tout cas. Et Teddy, et n'oublions pas Clarisse, qui est également une tête d'affiche du judo français. Tête d'affiche du judo français, comme Estelle Gaspard est tête d'affiche du jiu-jitsu français. En tout cas, merci à tous les deux. On est vraiment très touchés que vous ayez accepté. On sait que vous êtes très pris parce qu'on arrive vers les Jeux, donc c'était important. Et nous, on voulait vraiment vous avoir dans cette émission. En tout cas, merci. Merci de votre accueil. Merci. Merci pour vos témoignages et vos interventions dans l'émission. Et si on parlait de sport, bonne continuation pour tous vos projets et le développement du judo dans la région. Vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous voulez. C'est la mi-temps, retour au vestiaire. Et on se retrouve dans quelques instants avec nos invités Michel Coloma et Nicolas Castel. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique.
Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et oui, retour dans l'émission. Et si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir Michel Coloma, qui est vice-président de la Ligue Occitanie de natation et directeur des Dauphins du TOEC. Bonjour. Bonjour. Et on a aussi Nicolas Castel, qui est directeur sportif chez les Dauphins du TOEC et entraîneur de Léon Marchand. Bonjour. Bonjour. Voilà, merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. On est très heureux de vous avoir avec nous. On va parler de natation pendant cette émission, bien évidemment. Nous transposer un peu sur les Jeux Olympiques. Mais avant, j'aimerais bien que vous vous présentiez tous les deux, parce qu'on a donné vos titres. Mais qui sont Michel et qui sont Nicolas Michel, peut-être, petite présentation. Oui, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, Laurent, c'est Michel Coloma, le directeur général des Dauphins. Arrivé aux Dauphins du TOEC il y a... 40 ans, un peu plus même. Voilà, puis au fur et à mesure... Et qu'est-ce qui t'a amené à la natation ? Le hasard. Le hasard. Voilà. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Non, j'avais des copains qui faisaient de la natation, donc je suis allé avec eux. Et puis voilà, ça a commencé comme ça, avec des groupes de petits au début. Je crois que Nicolas se retrouve un peu dans le même parcours, mais bon. Avec des groupes de petits au début, puis au fur et à mesure, on montait jusqu'aux équipes élites. Et puis après, j'ai passé la main et j'ai pris la direction du club parce que le club grossissait, qu'il fallait un peu encadrer l'ensemble, quoi. Voilà. Merci. Alors, Nicolas, pareil, comment on arrive à la natation et cette passion de la natation ? La passion de la natation, c'est arrivé assez jeune, puisque j'ai commencé la natation à 6 ans, et c'est pareil, c'est pour les copains, et puis au fur et à mesure, on mord au sport. Et puis en 92, je suis arrivé au Dauphin du TOEC, donc en horaire aménagé, et où Michel m'a entraîné justement. Et puis en 2003, je suis passé de l'autre côté de la barrière, et plutôt le côté entraîneur, éducateur. D'abord éducateur avec les tout petits, et puis de fil en aiguille, j'ai évolué tout au long jusqu'à aujourd'hui au niveau des groupes élites du club. Le plaisir d'entraîner des jeunes qui deviennent des sportifs après de haut niveau, ça doit être grisant. Oui, et puis c'est, je pense, pas banal, parce que j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir suivre notamment Léon, mais d'autres aussi qui sont... On en parlera justement tout à l'heure, ouais. Okay. Avec grand plaisir. En tout cas, voilà, on va parler de cette natation déjà, et ce que j'aimerais, c'est que vous nous présentiez un peu la natation dans son ensemble, avec un petit focus particulier sur les disciplines qui seront, elles, aux Jeux Olympiques, l'un ou l'autre, comme vous le sentez. Bon, en fait, il y a les 5 disciplines de la fédération, quoi. La natation course, évidemment. La natation artistique, c'est comme ça que ça s'appelle, le water polo, le plongeon, et puis et l'eau libre, bien entendu. Et là, comme on a un équipement maintenant sur le plan national qui peut absorber les 4 premières disciplines, sauf l'eau libre, bien entendu, on va pouvoir assister à ces quatre disciplines-là. Alors, la natation course, c'est pas pareil, elle sera sur l'U-Arena, là. Voilà, et les autres disciplines seront sur le nouveau équipement qui a été construit par la fédération, par l'État pour ces Jeux Olympiques, et qui perdurera ensuite, quoi. Alors, on a vu déjà qu'il y a des résultats qui arrivent qui sont bien ces derniers jours. Là, en plongeon, on a vu des choses très belles. Ouais, en plongeon, natation artistique, même en water polo sur les derniers championnats, on voit qu'il y a une bonne dynamique sur l'équipe de France en général. Justement, on va faire un retour sur les derniers événements et compétitions de la natation. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur les résultats ? En fait, on a vu qu'en water polo, effectivement, il y a eu des résultats très récents. Il y a eu aussi le plongeon où c'est les 2 jeunes là qui ont fait une médaille d'argent récemment. Là, j'ai vu ça aussi. Voilà, un petit point sur les derniers événements ou sur ceux qui vont venir, parce qu'il y a des championnats, les fameux championnats de France qui arrivent, je crois. Ouais, alors bon, j'ai quand même un emploi du temps un peu chargé. Et du coup, j'ai du mal à suivre dans le détail tous les résultats. Alors c'est vrai qu'on les voit passer quand même sur les réseaux sociaux. On voit que ça marche bien. J'ai vu notamment le water polo qui a battu des équipes qui n'avaient jamais battu ou qu'elles avaient battu il y a très très longtemps. La natation artistique, une équipe qui s'est construite depuis maintenant quelques années et qui arrive avec des jeunes, des nouvelles prometteuses aussi, leaders de l'équipe, à faire de très bons résultats. Et en plongeon, maintenant on a quand même quelques athlètes qui ont de l'expérience comme Alexis Gendard. Voilà, et Jules Boyer qui sont 2e aux 3 mètres synchronisés, là au fameux test event de centre aquatique de Saint-Denis récemment. Le week-end dernier d'ailleurs, voilà. Donc j'en ai suivi un petit peu. Ouais. On savait qu'il y a des natations qui venaient dans l'émission, il fallait quand même qu'on soit aussi nous renseigner. Donc ça, ce sont toutes on a des chances d'avoir des médailles de ces gens-là déjà ? Oui, bien entendu. Ils sont performants, ils sont capables d'aller nous chercher des médailles. Oui, et puis les Jeux Olympiques, c'est un événement particulier, et on sait que avoir les Jeux Olympiques chez soi, ça peut transcender
quelques athlètes. Ça peut mettre une pression supplémentaire pour certains, mais ça peut aussi les transcender. Et puis on va essayer de bénéficier du home advantage. Et justement, en parlant des Jeux Olympiques, c'est d'actualité. Est-ce que vous pouvez nous parler du système de qualification pour les nageuses et les nageurs français ? Oui, alors le système de qualification, c'est assez simple. Ça se passera aux championnats de France qui auront lieu à Chartres à la mi-juin. Et donc il y a un temps de référence à faire. Et ensuite, c'est les 2 premiers qui seront sélectionnés pour les Jeux. Et quels sont les qualifiés potentiels de la Ligue Occitanie pour les Jeux Olympiques ? Alors, c'est toujours un peu délicat ce genre de questions. Mais voilà, en Ligue Occitanie, on a Léon évidemment, et puis Joris Bouchot, Antoine Herlem, Antoine Viquera, et puis aussi Guillaume Gut, il y en a beaucoup. Et aussi sur le club de Canet, il y a certaines filles qui ont le potentiel aussi de se qualifier. Ouais, il y a aussi à Formbé, il y a centre d'entraînement où il y a aussi des nageurs, dont un qui est au Fenetouec, Lucien, qui est aussi en passe de pouvoir se qualifier au jeu, ça fait partie des qualifiés. Après, l'Occitanie, elle est grande, quoi. Il y a d'autres nageurs à Montpellier aussi qui ont la capacité de pouvoir se qualifier, d'autres nageurs dans d'autres structures qui ont ce potentiel-là. C'est effectivement, comme le disait Nicolas, assez compliqué de dire un tel, on ne va pas leur porter la poisse non plus, quoi. Donc, on va rester prudent, quoi. Et chez les filles aussi, non ? Il y a un potentiel. Vous entraînez aussi des filles sur le TOEIC, j'imagine ? Oui, tout à fait. C'est pas tout à fait la parité, mais on n'est pas loin. D'accord. Et en eau libre un petit peu, parce qu'on sort un peu du cadre, on sort de la piscine là. On a reçu l'autre jour une jeune fille là qui nous parlait de sa passion pour l'eau libre. Mais est-ce que vous suivez comment ça se passe cette discipline là ? Alors les qualifications pour l'eau libre sont déjà passées. Il y a eu des championnats qui ont été faits, une Coupe du Monde, et donc il y a 2 garçons et 2 filles qui seront représentés, qui représenteront la France aux Jeux Olympiques. Ça c'est déjà réglé pour eux. Alors, un petit peu une idée d'état d'esprit que sont nos nageurs. Il y a la pression, puisqu'on est les Jeux Olympiques quand même ici. Comment ils sont un peu, vous les côtoyez un peu, tous ces nageurs, nageuses ? Dans quel état d'esprit ils sont par rapport à cet événement qui quand même... c'est porteur et en même temps c'est une pression extraordinaire. Ouais, honnêtement la pression pour le moment je la ressens pas vraiment chez eux. J'ai la sensation que ça va monter petit à petit avec d'abord les championnats comme première étape et puis ensuite il nous restera 5 semaines de préparation avant les Jeux. Mais pour le moment je crois qu'ils sont assez focus sur leur préparation et sur leur organisation et l'environnement. Bien gérer le quotidien et l'environnement. Donc je n'ai pas vraiment ressenti de pression particulière. Ouais, je pense qu'il y a plus de l'engouement que de la pression pour l'instant, quoi. Ils sont contents que ça arrive en France, comme on le disait tout à l'heure, et puis qu'ils se préparent dans de bonnes conditions. Après, le reste, ça se mettra en place au fur et à mesure. Et vous les accompagnez pendant ces Jeux ou c'est particulier, ces entraîneurs de l'équipe de France ? Comment ça se passe ? Vous en faites partie de l'encadrement ou c'est spécifique ? Ils sont dans un staff après ? Comment c'est géré ? Je ferai partie de l'encadrement à la condition qu'on ait des athlètes qui soient sélectionnés. Théoriquement, Léon sera sélectionné et j'accompagnerai Léon aux Jeux Olympiques. Mais après, la sélection des entraîneurs, c'est en fonction du potentiel médaillable et puis du nombre d'athlètes sélectionnés aux Jeux. Alors, petite question paralympique qui est intéressant pour nous aussi. Comment ça fonctionne par rapport aux Jeux paralympiques ? Parce qu'effectivement, est-ce que nous, on a aussi des athlètes paralympiques qui vont participer ou qui se préparent pour les Paralympiques ? Quels sont les ponts qu'il y a entre la Fédération de natation, le handisport ? Comment ça fonctionne ? Alors, nous, on a un bon pont, entre guillemets. On a un pont parce qu'il y a un jeune nageur qui est licencié au club de Cugnot en tant que nageur de natation course, mais qui aussi, comme il a un handicap, il fait partie de la fédération handisport et comme ils n'ont pas les structures nécessaires pour s'entraîner suffisamment et que lui, il est à l'INSA de Toulouse, on a fait en quelque sorte un partenariat entre le club de Cugnot avec Dexter Rapport et puis nous pour qu'il puisse s'entraîner dans de bonnes conditions. Donc on l'accueille régulièrement. Il était encore là entre midi et 2 là, pour s'entraîner et préparer les Jeux dans de bonnes conditions. Il y a 15 jours, même pas une semaine, il était à des championnats où il a brillé, des championnats du monde, il a brillé, donc il est en passe d'être potentiellement médaillable lui aussi aux Jeux Olympiques, quoi. Il devra sa médaille à lui-même, bien entendu, au club de Cugnot qu'il accueille toute l'année avec son entraîneur, et puis une partie aussi au Dauphin du Touet qu'il accueille dans la structure pour qu'il ait de meilleures conditions d'entraînement. D'accord, mais s'il y a des handisports qui voudraient rentrer, ou vous avez un système d'accueil ou ça fait au coup par coup ? Ouais, c'est au
coup par coup. Ça a été une demande parce que l'entraîneur de Cugnot est un ancien nageur des Dauphins du Touquet et il nous a sollicité et on a répondu puisqu'on pouvait le faire favorablement à sa demande. Oui. D'accord. Et on va faire un tour d'horizon sur la natation en Occitanie. Quels sont les axes de développement et les projets pour 2024 ? Pour 2024 ? Oui, ou 2024 ou les années à venir. Alors pour les années à venir, là je vais parler plus, je vais anticiper sur la fin de notre discussion. Là. C'est qu'on a un projet de créer une cité qui s'appelle la Cité de la Natation qui va se mettre en place sur l'île du Ramier, à quelques mètres de la piscine Cassex actuelle. Là, et le projet est en cours de mise en route puisque c'est encore des études qui va nous permettre de voir si le projet est viable ou pas sur le plan structurel et puis administratif. Donc une fois que ces obstacles administratifs seront levés, on pourra déposer un permis et lancer le chantier qui devrait débuter, espérons, fin 2024 pour une mise en service fin 2026, donc dans 2 ans et demi. Toulouse pourra avoir la Cité de la Natation qui verrait un projet national voire international émerger avec un beau développement pour les générations futures. Après la cité de l'espace, c'est la cité de la natation, quoi. Exactement. On est parti dans cette idée-là. On va mettre sur orbite, nous aussi. Donc pour créer des usines à champions, en fait. Voilà, c'est ça. Et on en a parlé en début d'interview. Vous faites tous les deux partie des Dauphins du Touquet. Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation du club ? Nico voulait la faire absolument, donc je le laisse faire. Le club, c'est presque 2000 adhérents, avec une école de natation, environ 800 enfants qui apprennent à nager et puis qui, pour certains, se dirigent vers la compétition. Et puis ensuite, on a 300 compétiteurs. Et pour terminer, on a monsieur et madame tout le monde qui apprécient de nager ou d'autres qui font du triathlon, par exemple, qui veulent venir nager, bénéficier d'un équipement qui leur permettent de s'entraîner. Voilà. En gros, c'est un peu les activités qu'on a. À côté de ça, on fait de l'aquagym et puis des stages pour les enfants, pour apprendre à nager et développer des compétences en natation. Ouais, après, ce qui est important aussi, outre l'école de natation, il y a aussi un centre de formation qui est un centre de formation sportif, puisqu'on a un CAF à Toulouse qui débouche après sur le... Un CAF, c'est un centre d'accession à la formation qui débouche ensuite sur le plus haut niveau. En dessous de ça, on a aménagé depuis 40 ans presque sur le collège Berthelot en partenariat. Et ensuite, on a aussi un centre de formation professionnelle, puisque les Dauphins du Touquet sont habilités à être un centre de formation. Et là, on forme en collaboration avec la Crêpes de Toulouse et la Ligue Occitanie les futurs brevets d'État, les BF, les brevets fédéraux, et puis aussi les BPGEPS et les DEGEPS pour être métier d'entraîneur ensuite sur la suite. Voilà. Donc on a ces activités-là aussi en plus des activités sportives au sens large. Voilà. Et le Touquet, c'est un des plus vieux clubs de Toulouse. C'est un club qui a 116 ans. 116 ans. Voilà. Donc le Touquet, c'est l'association de 2 clubs, c'est ça ? Il y a eu une fusion à l'époque Il y a une fusion, après il y a eu entre le Touquet Omnisport et puis après les Dauphins du Touquet en 1938, je crois, se sont dissociés et sont devenus les Dauphins du Touquet à part entière. Quoi. Donc si on veut venir au Touquet, il n'y a pas de souci, on peut s'adresser à vous. Exactement. Il y a un site, il y a quelque chose qu'on peut... Il y a un site internet, lesdauphinsdutouquet.fr maintenant, mais voilà, ça c'est important. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que dans l'histoire sportive, on va dire, du club, ça fait la 15e année d'affilée que Toulouse est premier club de France au classement élite de la fédération. Et si tout se passe bien au championnat de France à Chartres prochainement, ça fera 40 ans d'affilée que Toulouse fournit l'équipe de France olympique en termes de sportifs, ce qui est, je pense, un sport ici en France, ça doit être, je pense, unique. Natation, c'est sûr, mais je pense qu'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de clubs qui fournissent on va rebondir. 10 trucs d'affilée comme ça. Quoi. On va rebondir parce que vous fournissez, entre guillemets, vous avez produit un champion extraordinaire. On va quelques mots quand même sur Léon Marchand. Tu l'as eu il y a quelques temps, Nicolas. Dans quel état d'esprit il est ? Parce qu'il nous a tellement de performances. Il est impressionnant, ce garçon. Où est-ce qu'il en est ? Ouais, avec Léon, on s'appelle ou on s'écrit quasiment chaque semaine. Donc là, hier soir, il m'a envoyé un petit message parce qu'il était content d'une série qu'il avait faite à l'entraînement. Voilà, donc il est en stage actuellement en altitude dans le Colorado. Et ça se passe bien. Il est en forme, il est motivé et voilà, il a hâte. Je pense qu'il a hâte maintenant de revenir ici, de faire les championnats et puis de participer aux Jeux. C'est un garçon que vous avez découvert vous-même. Comment il est venu au TOEC ? C'est quoi le parcours ? Le parcours, c'est les parents qui étaient déjà au club et puis ensuite, il est arrivé à l'école de natation et il a appris à nager sur l'école de natation et puis après, il a suivi le parcours à l'intérieur du club et
petit à petit grandir et jusqu'aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et puis ensuite, dans son projet, c'était prévu qu'il parte faire un petit tour aux États-Unis, voir ce qui s'y passe et puis désacraliser un petit peu la natation américaine. Et chose qu'il a faite et plutôt bien faite. Il a plutôt bien fait, mais c'est clair qu'ils vont s'en souvenir, les Américains, de notre passage. Voilà, et donc là, il continue son évolution et ça se passe bien. Alors, je rebondis sur ça parce que c'est aussi une remarque que j'ai envie de demander, c'est quel conseil on peut donner justement à des parents ou des personnes, puisque tu parles de l'expérience de ce garçon qui est arrivé tout jeune, qui souhaitent pratiquer ou se mettre à la natation ou mettre leurs enfants à la natation. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à des parents qui seraient dans cette réflexion ? Il faut se rapprocher d'un club. Déjà, je pense qu'après, en fonction de l'âge, il y a le club de proximité. Et puis ensuite, c'est voir qu'est-ce qui va correspondre au niveau et puis à l'objectif et au bon développement des enfants, quoi. Donc ça, c'est parler avec les coachs, parler avec les dirigeants et puis essayer de faire les meilleurs choix. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut essayer de bien se renseigner et donc de ne pas hésiter à solliciter les clubs environnants parce que parfois, on peut avoir une idée, enfin se faire une idée d'un club et puis on n'ose pas faire la démarche et je pense que en fait c'est ça qu'il faut faire, c'est plutôt faire la démarche, d'aller se renseigner, poser des questions et puis s'ils tombent sur des gens plutôt bienveillants et qui désirent accompagner, ils seront bien guidés. Alors il y a le site, je ne sais pas si tu es d'accord avec ce site, c'est occitanie.ffnatation.fr, donc le site de la Ligue. Je pense là-dedans on trouve pas mal d'informations. On trouve beaucoup d'infos sur tous les clubs du département de la Haute-Garonne, bien entendu, puis après sur tous les clubs de l'Occitanie, effectivement, il y a toutes les infos qu'il faut nécessaires pour pouvoir pratiquer après la natation, quel que soit le niveau. Donc ils peuvent avoir des renseignements s'ils appellent aussi la Ligue. Tout à fait, sans aucun souci. Ils sont renseignés par rapport au club dont parlait Nicolas. Merci en tout cas pour toutes ces informations-là. Merci beaucoup pour vos témoignages et vos interventions dans l'émission Ici on parlait de sport. Bonne continuation pour tous vos projets et rendez-vous le 26 juillet pour le début des Jeux Olympiques. Merci. Vous connaissez maintenant la formule, vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous voulez. Maintenant, place à notre chronique sport et préparation mentale avec Didier Don, coach professionnel qui vous guide à travers les défis de la vie, vous aidant à trouver des solutions et à évoluer en tant qu'individu. Et si on parlait de sport, la chronique. Voilà, on revient avec cette chronique sport et préparation mentale avec Didier Don. Bonjour Didier. Bonjour à tous. Et bienvenue. Donc Didier, on rappelle, tu es coach professionnel et formateur à la tête de la structure Engage et Talent. Avec 30 ans d'expérience dans le sport de haut niveau, tu accompagnes des athlètes pour les aider à atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, on a décidé de te poser des questions sur ce qu'était la modélisation en préparation mentale. Ça, il faut que tu nous expliques. On est très intrigués avec toute l'équipe là. Ah oui, c'est un sujet très vaste. En fait, c'est un outil qui a été mis en place en programmation neurolinguistique. Je suis formé, moi, je suis maître praticien en PNL. Et en fait, on utilise des modèles, c'est-à-dire qu'en fait, on regarde des gens comment ils réussissent. C'est la capacité à apprendre l'excellence des autres. En fait, on s'aperçoit que les autres, en fait, ils nous chargent d'informations inconscientes. On ne sait pas que l'on sait au travers des parents, au travers des gens que l'on côtoie, au travers des entraîneurs. Et si ces entraîneurs et ces parents, ils sont bienveillants, si ils sont motivants, s'ils sont sécurisants dans leur mode opératoire, dans leur mode de travail, eh bien l'athlète, on voit l'athlète, on vient de parler de Léon Marchand et de Xavier Marchand, il y a où j'ai travaillé moi avec Léon Tamac, où j'ai travaillé avec des gens connus ou des Trevor Brennan, sont des gens qui en fait, les enfants ont modélisé un copiage de leur façon d'être. Prendre modèle sur quelqu'un en fait. Voilà, tu prends un modèle sur quelqu'un et tu le copies. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, Brandler et Grindler, qui sont un mathématicien et un psychologue qui ont voulu travailler, ils sont allés modéliser les plus grands psys des États-Unis, qui sont Virginia Satir, Milton Erickson, le rénovateur de l'hypnose avec qui j'ai travaillé, et Pearl Beats. Et en fait, ils s'aperçoivent que ces gens-là, ils rentraient dans un bureau, et ils en ressortaient, mais transformés. Et en fait, ils se sont aperçus que les gens qui étaient dans le succès, ils sont toujours dans le succès de la même façon. Et les gens qui sont dans l'échec, ils provoquent automatiquement l'échec de par leur façon d'être, pas dans leur capacité. Donc, la modélisation, c'est ça. Qu'est-ce que je copie qui est intéressant, qui va me servir ? Et donc, il y a des enfants qui naissent dans des milieux parentaux, scolaires, vous rencontrez un prof qui aime pas, qui se fait chier au boulot dans sa matière, les maths, et il va vous écurer parce que lui n'est pas bien. Alors c'est pas les maths qui sont pas On a tous connu ça, je te rassure. On a tous vécu des choses comme ça. Et ça c'est ça la modélisation. En fait, la modélisation, on vient
prendre ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, on n'a pas les mêmes bases au départ, puisqu'on n'a pas les mêmes familles, on n'a pas la même éducation. Quand vous rentrez et on s'aperçoit que ces gens-là, eh bien, en fait, les parents ont un langage de performance. Tu vas le faire, tu peux le faire, j'ai confiance en toi, tu sais, tu l'as déjà fait, reproduis encore. Et en fait, c'est ça la modélisation. On va copier ces langages-là et cette attitude. Ça, c'est important. Et donc, quel est le fonctionnement de cette modélisation alors ? Mais d'abord, on copie, c'est-à-dire on écoute les gens de par leur langage, de par leur attitude. Et en fait, on va regarder comment ils bougent, comment ils se tiennent devant par exemple, vous êtes devant un départ en natation, vous êtes devant un combat de boxe, vous allez voir ces gens, vous savez déjà dans l'attitude qu'ils sont prêts. Parce que il y a aucune peur. La peur, elle a été complètement anesthésiée, elle a été transformée en ressource. Et en fait, c'est galvanisant d'être dans cette attitude, cette posture-là. C'est ça la modélisation. On va copier cette attitude-là parce que c'est ce que disait tout à l'heure les gens du TOEIC. C'est en fait, je suis prêt pour ça. Je suis fait pour ça parce que je suis formaté dans mon entourage par cette façon de parler et mon attitude. On copie du coup l'attitude, mais dans quel objectif ? D'abord dans l'attitude d'être heureux, dans l'attitude de performer, dans l'attitude de gagner, parce qu'on sait que gagner, pour moi, c'est plus un état d'esprit que derrière un résultat. Le résultat est une conséquence de ce qu'on va produire, mais on va le produire à l'interne. Mais ça, c'est ma partie. Techniquement, moi, je travaille avec des nageurs, je travaille avec des chevaliers, des cavaliers, je travaille avec des pilotes. C'est le contenu, je le connais pas. Par contre, le contenant à l'intérieur, comment ça se passe, c'est cette partie-là qui va me permettre d'être performant par rapport à mon objectif du jour. Merci Didier pour cette nouvelle chronique sport et préparation mentale. Pour ton renseignement, on peut te rejoindre sur engagetalentdidierdom.fr, c'est ça ? Exactement. Bonne continuation pour la suite et à bientôt pour de nouveaux conseils. Merci beaucoup, au revoir. Et tout de suite, place à la prolongation avec la Minute Olympique et nos invités Franco Pitz, Guillaume Delville, Michel Coloma, Nicolas Castel, Didier Don et Bernard Pujol. Et si on parlait de sport, la prolongation. On se retrouve pour la prolongation avec la Minute Olympique et nos invités Franck Opitz, Guillaume Delville, Michel Coloma, Nicolas Castel, Didier Don et Bernard Pujol. La Minute Olympique avec Gauthier Ajus. À 72 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, retour sur un fait marquant depuis la création des Jeux Olympiques modernes. C'est la Minute Olympique. Dirigeons-nous ensemble sur un événement qui a marqué l'histoire des Jeux. Je vais vous parler d'Otto Herschmann, l'homme médaillé dans 2 disciplines. Lors des Jeux Olympiques d'Athènes en 1896, Otto Herschmann, un Autrichien alors âgé de 22 ans, termine second du 100 mètres nage libre, la première course de natation des Jeux Olympiques modernes. 16 ans plus tard, il monte à nouveau sur un podium olympique pour recevoir une médaille d'argent, cette fois-ci en escrime, au sabre par équipe. Alors, à la tête du comité international olympique autrichien, il est le seul président d'un CIO à avoir remporté un titre durant son mandat. De confession juive, Otto Herschmann est déporté le 14 janvier 1942 au camp de concentration de Sobibor pendant la Seconde Guerre mondiale, où il est mort le 14 juin 1942. C'est la fin du match et de cette 49e émission. Retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine. Et si on parlait de sport, fin du match. Et oui, c'est la fin du match de cette 49e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs avec Nathan et Inès. On commence cet agenda le 12 mai avec du BMX, championnat du monde à Rock Hill aux États-Unis. Et du 14 au 19 mai, du cyclisme avec le Grand Prix des Hauts-de-France. On continue du 15 au 19 mai avec du canoë-kayak, championnat d'Europe de slalom à Tassen en Slovénie. Du 16 au 19 mai, on se dirigera vers le golf et le championnat USPGA à Bloomfield Township aux États-Unis. Du 17 au 25 mai, athlétisme, championnat du monde handisport à Kobe au Japon. Le 17 mai, avec du football et la dernière journée de Ligue 2, Rodez reçoit Ajaccio. Et en rugby, ce sera également la dernière journée, mais en Pro D2, avec Colomiers qui se déplace à Valence-Roman, Béziers à Soyaux-Angoulême et Montauban à Aurillac. Le 18 mai, rugby, mais cette fois-ci en top 14, le Stade Toulousain sera à Montpellier, Perpignan à Bayonne et Castres à Clermont. Du 18 au 19 mai, du triathlon et la Coupe du Monde à Huatulco au Mexique. Le 19 mai, il y aura de la Formule 1 avec le Grand Prix d'Emilia Romagna en Italie. Il y aura également de l'athlétisme avec le meeting international à Rabat au Maroc. Motocross, le
MXGP de France à Saint-Jean-d'Angely sur le circuit de Puy de Pourcé. Et aussi du football pour la dernière journée de Ligue 1. Toulouse reçoit Brest et Montpellier se déplace à Lens. Du 20 mai au 8 juin, du tir sportif avec le championnat d'Europe à Osijek en Croatie. On conclut l'agenda du 22 au 26 mai, gymnastique artistique et les championnats d'Europe à Budapest en Hongrie, mais aussi du pentathlon moderne, Coupe du monde à Ankara en Turquie. Au programme de la semaine prochaine, nous allons vous présenter un trésor de la culture coréenne qui a transcendé ses origines pour devenir un pilier des Jeux Olympiques modernes, le taekwondo, un art martial où les combattants s'affrontent avec grâce et détermination, cherchant à marquer des points en frappant leur adversaire avec précision et puissance, tout en évitant habilement les contre-attaques. Chaque coup de pied, chaque coup de poing est calculé, chaque mouvement est exécuté avec une finesse impressionnante. Le taekwondo enseigne non seulement des techniques de combat efficaces, mais aussi des valeurs essentielles telles que le respect, la persévérance et l'intégrité. En deuxième mi-temps, jeu 7 et match, et oui, il s'agit de tennis, un ballet de précision et de puissance qui fascine par sa grâce et son intensité. Sur un court, deux adversaires s'affrontent, se défiant à coups de raquette pour dominer l'espace et le temps, que ce soit sur le gazon immaculé de Wimbledon, la terre battue de Roland-Garros, le dur des cours australiens ou le ciment des stades américains. Chaque édition des Jeux apporte son lot d'émotions, de suspense et de performances inoubliables. Joyau des Jeux Olympiques depuis plus d'un siècle, intégré au programme olympique en 1896 à Athènes, il incarne l'essence même de la compétition sportive. Pour en savoir plus, retrouvez-nous la semaine prochaine. Merci à Franco Pitts, Guillaume Delville, Michel Coloma, Nicolas Castel, Didier Don et Bernard Pujol pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport. C'était la 49e émission de Et si on parlait de sport. Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne ainsi que Profession Sport Animation 31 pour leur contribution précieuse à la réalisation de chaque émission. Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission, à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Semper Connect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci à Nathan Coquille, Gauthier Ajus et Inès Wifi pour la préparation de cette émission. Et merci à Pauline Gaston-Conduite, journaliste et co-animatrice de l'émission, pour son aide précieuse à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci Laurent, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de... Et si on parlait de sport la semaine prochaine.